Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle édition de la Minute Sahélienne. Je suis le docteur Jérôme Pigné, président et cofondateur du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Ladji Karamoko Ouattara, qui est docteur en histoire des relations internationales et diplômé en sciences politiques, enseignant à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO à Paris, et également enseignant à l'université Abdou Moumouni de Niamey au Niger. Il est également directeur de l'Observatoire du Sahel de Thinking Africa. Et ses champs de recherche s'articulent autour des questions géopolitiques, sécuritaires, climatiques et de gouvernance sociopolitique en Afrique sahélo-saharienne. Il a dernièrement coordonné la rédaction de l'ouvrage intitulé Le Sahel, enjeux géopolitiques et stratégiques au XXIe siècle aux éditions Cartala. Et il va nous en dire un petit peu plus aujourd'hui sur cet ouvrage. Merci, Monsieur Ouattara, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et nous sommes en présence d'Alseni Thiam, bien connu maintenant sur notre chaîne, qui est expert et la question que je vais vous poser, Monsieur Ouattara, c'est dans le contexte finalement actuel, dans le contexte international, est-ce que le Sahel peut-il encore compter dans cette géopolitique internationale? Merci pour cette question. Il faut dire que il s'agit ici d'une zone qui est capitale pour la stabilité de l'Europe et de l'Afrique, où se jouent des guerres hybrides entre divers acteurs internationaux, labiles ou mobiles. Et donc, selon le Global Terrorism Index, aujourd'hui, le Sahel constitue l'épicentre du terrorisme mondial, même devant le Maghreb, l'Asie du Sud, le Moyen-Orient réunis. Et clairement, un recul permet de répondre plus clairement à votre question. Euh, Quasiment depuis 13 ans, nous avons une multiplication par plus de 2000% le nombre d'actes terroristes au Sahel. Cependant, ou parallèlement, on a aussi observé le déploiement d'un nombre très important de forces militaires, que ce soit des forces militaires états-uniennes, françaises, européennes, et aussi un dispositif régional avec beaucoup d'institutions au niveau régional pour faire face à la menace, y compris le G5 Sahel. Et on a bien vu qu'en 2019-2020, beaucoup d'acteurs, beaucoup de pays à l'échelle internationale ont souhaité que le G5 Sahel soit inscrit au titre du chapitre 7 des Nations Unies qui est évoqué en cas de menace grave sur la paix et la sécurité dans le monde. Et aussi l'Union européenne qui a dans le cadre de la lutte contre la migration, à déployer une externalisation des frontières européennes au Sahel, plus précisément au Niger, pour pouvoir faire face à la menace. Donc, tous ces éléments montrent que le Sahel est une zone stratégique et garde toute son importance malgré le contexte du coup d'État actuel et aussi de retrait de toutes ces forces internationales. Merci, Monsieur Ouattara. Alors, est-ce que la création de l'AES marque un tournant dans la géopolitique régionale au Sahel et plus largement dans la manière dont les partenaires extérieurs exerceront leur stratégie de coopération avec les nouveaux protagonistes? Indéniablement, la création de l'AIS depuis le 16 septembre 2023 marque un tournant majeur dans la géopolitique régionale. Si elle parachève définitivement la disparition du G5 Sahel, elle ouvre aussi un nouveau chapitre dans l'histoire politique de cette région. Et la création de cette organisation, il faut le rappeler, s'inscrit dans un contexte de confrontation, certes avec la CEDEAO, suite au coup d'État survenu au Niger en juin 2023, mais elle va aussi provoquer au Sahel une reconfiguration stratégique qui donne désormais une base légale et d'entraide à ces différents pays, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger, à faire face de manière conjointe en cas d'agression et dans la lutte aussi contre le terrorisme. Cependant, ce dispositif ou les dispositions de cette alliance vont aussi à l'encontre notamment des objectifs de prospérité économique, de libre circulation, de l'architecture de paix et de sécurité de la CEDEAO. Et donc, plus largement, l'AUS marque ici une rupture dans la coopération extérieure de ces pays avec les partenaires traditionnels et permet désormais à ces trois pays d'imposer leur agenda et favorise aussi l'influence plus croissante de beaucoup de pays du Sud global.
Et donc, dans le prolongement de leur stratégie de rupture de leur coopération avec les différents partenaires extérieurs, les États de l'AES ont aussi, dans un communiqué le 28 janvier 2023, marqué ou annoncé leur volonté de quitter avec effet immédiat la CEDEAO. Ben, cela aussi soulève des questions sur les conséquences de cette décision. Et donc, s'il s'agit d'une décision conjointe, euh, il faut aussi dire que cette décision aura des répercussions individuelles, d'autant plus que le retrait de l'AES, de la CEDEAO, aura un effet dans la relation avec les pays, surtout non membres de l'UEMOA, l'Union monétaire ouest africaine. C'est vrai que en quittant la CEDEAO, des pays non membres de l'UEMOA comme le Nigeria ou le Ghana, bien évidemment, les frontières vont réapparaître. Et aussi, cela signifie que tous les ressortissants de l'AES auront à avoir des titres de séjour dans ces différents pays. Et donc, quand on prend un pays comme le Mali, qui a quasiment 80% de ses relations avec des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, dans le cadre de cette union monétaire, c'est vrai que le Mali va garder bien évidemment tous ses privilèges, mais un pays comme le Niger, par exemple, qui a plus de 1500 km de frontières avec le Nigeria, plus de 5 régions sur les 8 qui sont frontalières au Nigeria. Donc ces problématiques vont se poser. Et donc, c'est pourquoi il est aussi vraiment important que cette décision fasse l'objet d'une réflexion plus avancée avant, justement, parce on dispose encore d'un délai d'un an. Et donc, ce sera aussi une décision qui sera lourde de conséquences à la fois pour les pays de l'AES, mais aussi pour les autres pays de la CEDEAO qui sont unis par l'histoire, qui partagent les mêmes populations frontalières. Donc, il est quand même important que cette question aussi puisse intégrer la population, toute la diversité de la population dans ces différents pays. Merci beaucoup, Monsieur Ladji Karamoko Ouattara, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir participé à cette édition de la Minute Sahélienne. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire des relations internationales, enseignant à l'INALCO à Paris, mais également à l'Université Abdou-Moumouni à Niamey au Niger, également directeur, pardon, de l'Observatoire du Sahel de Thinking Africa. Et vous venez donc de parachever cet ouvrage en coordonnant un ouvrage important qui s'appelle Le Sahel, enjeux géopolitiques et stratégiques au XXIe siècle, aux éditions Cartala. Merci à Alcenitiam également d'avoir participé à cette minute sahélienne et à très bientôt pour de nouveaux échanges sur les enjeux géopolitiques au Sahel et en Afrique de l'Ouest.